Jusqu'à maintenant, je crois qu'il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas et que nous ne saurons que dans quelques années. Comment ça se fait qu'un mur qui a coûté des milliards ou un cafard ne peut pas traverser tombe en panne en quelques minutes? Cet homme, c'est Anwar Abou Eché, ancien ministre de la Culture de l'autorité palestinienne. Et on a peut-être un début de réponse à la question qu'il se pose. Avec un soldat de Tsahal qui a osé dire la vérité sur le 7 octobre. Il balance ses dirigeants à la Knesset, l'équivalent de l'Assemblée nationale en France. Le 7 octobre, il avoue avoir reçu l'ordre de ses commandants d'annuler toutes les patrouilles le long de la frontière de Gaza de 5h20 du matin à 9h, juste avant l'attaque. Pour nous, le 7 octobre commence avant 6h30. J'étais combattant dans la section des mortiers du bataillon 13 de la Golani et cette nuit-là, moi, Yotam Tzror, mon sergent, Itamar Ben Yehuda, de mémoire bénie, nous faisions tous les trois une nuit blanche. Nous nous permettions, sur tous les samedis et les jours de fête, de faire une nuit blanche jusqu'à l'alerte à l'aube. Et vous savez, nous avons le temps de dormir. Alors, à 5h20 du matin, nous sommes assis près de la radio pour ne pas réveiller l'opérateur. Soudain, un message étrange passe à la radio. On a toutes les stations, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, quelque chose dans ce genre. Il n'y a pas de patrouille à la clôture avant 9h du matin. À quelle heure était-ce? À 5h20 du matin, juste avant que tout ne commence. Et Itamar nous fait une tête du genre. Quoi? Et tu sais, nous sommes de simples soldats, juste des combattants, pas des commandants ni des officiers, pour pouvoir poser des questions. C'est un ordre du commandant adjoint du bataillon. On reçoit cet ordre et on ne pose pas de questions. Et en effet, 1 heure plus tard, à 6h30, soudain, des sirènes d'alerte. Toutes les stations restent ici à partir de maintenant. Donc, en ce qui concerne le terrain et l'ennemi, nous n'avons pas d'autres éléments significatifs. En ce qui concerne nos forces, une directive a été émise par la brigade. Jusqu'à 9h du matin, malgré l'évaluation de la situation, aucun véhicule n'arrive à Burma. Vraiment, j'ai vécu avec ça depuis le 7 octobre et j'avais très peur d'en parler. Et quand je suis arrivé à la Knesset, c'était après une période où j'avais demandé à plusieurs hauts gradés de l'armée ce qui s'était réellement passé là-bas. Et il y en a qui au début m'ont dit « Écoute, il y avait une menace de sniper qui tirait sur la clôture, donc nous ne voulions pas envoyer de soldats pour qu'ils ne soient pas blessés. » Et puis avec le temps, j'ai commencé à comprendre et je me suis dit « Attends, s'il y a une menace de snipers, comment se fait-il que moi, qui ne suis qu'à 200 mètres de la clôture, je n'étais pas au courant de cette menace? Comment se fait-il que mes amis se battent sans gilet pare-balles, en sous-vêtements et en chaussettes, et que personne ne sache qu'il se passe quelque chose? Nous ne sommes qu'à 200, 300 mètres de la clôture. Et puis, encore une fois, ça m'est resté en tête. En fait, on m'a invité à la Knesset, j'ai senti que c'était l'occasion d'aborder ce sujet, d'en parler et de comprendre ce qui s'était passé là-bas. Pour beaucoup de gens, cela semble étrange. Je vis avec un vide dans la tête depuis le 7 octobre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je veux comprendre ce qui s'est passé. Je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais un média israélien rapporte qu'un système technologique central de l'unité du renseignement israélien est tombé en panne juste la veille du 7 octobre. Ça s'est passé le 6 octobre vers 23h, donc environ 7h30 avant l'attaque. Le problème, c'est qu'à cause de ce dysfonctionnement, plus aucune information n'était récoltée. Des soldats spécialisés dans la maintenance ont bien été appelés, mais ils ne sont arrivés que vers 3h du matin. Résultat, le système n'a été réparé que vers 5h. Et au moment où les médias ont diffusé l'info en temps réel, l'attaque du Hamas avait déjà commencé. Il faut savoir que ce soldat n'est pas le seul à avoir dénoncé les failles de son gouvernement. Les guetteuses qui étaient chargées de surveiller la frontière ont fait des révélations troublantes. Mais désormais, il n'a plus aucune confiance en l'armée israélienne. Elle n'a pu les secourir que 4 heures après le début de l'attaque. À Tel Aviv, des magistrats et généraux à la retraite mènent une enquête citoyenne sur cette déroute sécuritaire. Le gouvernement refuse une enquête officielle. Aujourd'hui, ils écoutent les guetteuses. Ces jeunes femmes militaires étaient chargées de regarder les images des caméras de surveillance à la frontière. Les voici, ces guetteuses, terrorisées dans l'abri de leur base militaire. Les terroristes sont aux portes du lieu. Ces femmes avaient prévenu que le Hamas s'entraînait à la frontière. On voyait des tentatives de passage, des poses de mines, des patrouilles. On a rapporté tout ça, mais on n'a reçu aucune réponse. Tous les chefs des forces de défense, Tsahal, les RG, la police, les services de renseignement ont averti le gouvernement et le cabinet d'un embrasement violent. Mais les ministres ont ignoré coup sur coup les recommandations des forces de défense à agir de façon prudente et responsable. Mais l'ancien premier ministre d'Israël, Yair Lapid, n'était pas le seul à être au courant des attaques du Hamas. Oui, d'après ce reporter, le renseignement français et Emmanuel Macron étaient au courant de ce qui allait se passer.
Et voilà donc une info qui risque de faire du bruit. Vous nous révélez ce matin ce que les services de renseignement français savaient de l'attaque du Hamas avant le 7 octobre. Grâce à leurs informateurs dans la bande de Gaza, les services de renseignement français avaient repéré bien avant le 7 octobre des indices d'une attaque du Hamas en Israël. Les remontées d'informations indiquaient explicitement qu'une catastrophe se préparait sous la forme d'une invasion terrestre du territoire israélien. Selon nos informations, le renseignement avait été obtenu 2 ans auparavant de la bouche même de Yahya Sinwar, chef du Hamas et architecte des massacres, mais les services français ignoraient la date précise de cette attaque terroriste inédite qui fit plus de 1100 morts dans l'État hébreu. Est-ce pour cela que quelques jours après le raid terroriste, le chef des renseignements militaires israéliens, le général Aaron Haliva, vint à Paris sonder les Français? Si les services de renseignement avaient eu connaissance des préparatifs d'une attaque contre Israël, Emmanuel Macron avait-il été mis au parfum par ses services d'un projet d'attaque en Israël? Ce n'est pas impossible compte tenu de la qualité et de la gravité du renseignement recueilli, estime un espion français. Ironie de l'histoire, en novembre dernier, Israël s'emparait de certains dossiers de cet institut après avoir bombardé ce haut lieu de l'influence française à Gaza. Ce n'était certainement pas un hasard. Et ces dossiers que l'armée israélienne a voulu faire disparaître en bombardant l'Institut français à Gaza, c'est ces dossiers où il est marqué noir sur blanc qu'Israël était au courant de ce qui allait se passer le 7 octobre. Alors une fois n'est pas coutume, je vais commencer avec un récit biblique. Ce que vous avez sous les yeux, c'est la chute du mur de Jéricho. Récit biblique selon lequel les Hébreux, en conquérant ce territoire, avec leurs trompettes, ont fait tomber le mur. Pourquoi je veux mentionner cette histoire? Parce que c'est le nom du rapport, en fait. C'est le nom du rapport en question. Mur de Jéricho, ça veut dire que dès 2022, les Israéliens ont constitué un dossier pour dire les Hamas va tenter de passer le mur, le fameux mur de Gaza, et ça fait 40 pages. Le New York Times a pu consulter ce document en longueur, et ce qui frappe les journalistes du New York Times, ils le disent dans une phrase, c'est à quel point le Hamas a suivi. Le Hamas a suivi ce plan avec une précision, je cite, choquante. Qu'est-ce qui est choquant dans cette précision? Dans ce rapport, vous avez 3 étapes qui aujourd'hui nous interpellent quand même. D'abord, il y aura un barrage de roquettes avant l'attaque. C'est exactement ce qui s'est passé. Le rapport précise qu'il s'agit en fait de distraire l'attention des soldats israéliens et de les envoyer en urgence dans les bunkers. Premier élément. Deuxième élément, ensuite, il va y avoir une attaque de drone pour neutraliser la vidéosurveillance. On reprend les images du 7 octobre. Vous la voyez, l'attaque de drone, précisément pour neutraliser les caméras de vidéosurveillance et neutraliser ces caméras. Et puis, l'attaque, le franchissement du mur, parapente, moto et à pied. On reprend les images du 7 octobre, parapente au niveau notamment du fameux festival de musique, les motos qui ont franchi le mur, on a tous les images en tête. C'est frappant. Ça va plus loin. On nous mentionne 60 points potentiels de franchissement, mais je dirais que l'un des détails les plus troublants, c'est la première phase de ce rapport, qui est citée par le New York Times. La première phrase est en fait un verset du Coran. Verset 23, sourate 5, Al-Maïda. Surprenez-les en passant par la porte, et si vous y parvenez, vous serez sans doute les dominants. Ce qui est frappant, c'est que c'est exactement le verset repris par la communication du Hamas juste après les attaques du 7 octobre, notamment dans leur communication sur les réseaux sociaux. Vous voyez, rien que le refrain, il est déjà presque anticipé. Ça va encore plus loin, parce que le rapport affirme qu'il y a peut-être eu des fuites. Le Hamas dispose d'informations détaillées sur les localisations et les effectifs de l'armée israélienne. Je vous rappelle qu'on est en 2022. En 2022, le rapport parle d'une base qui sera ciblée prioritairement, la base de Reim. Et évidemment, je vous le donne dans le mille, base de Reim, 7 octobre, l'une des premières bases qui sera prise et attaquée par les terroristes. On ne sait pas, le New York Times ne dit pas, comment Israël avait réuni autant de détails sur cette attaque. Non, mais ce qui est incroyable, c'est déjà de voir que le plan s'est passé comme prévu, mais qu'en plus, il y a eu des alertes pour dire que ce plan allait peut-être devenir réalité. Oui, alors le récit qui est assez fou, c'est le récit de juillet 2023, donc c'était 3 mois avant l'attaque. Une analyste expérimentée de l'unité 8200, qui est en charge de surveiller ce qui se passe dans la bande de Gaza. Elle envoie un mail à l'ensemble des officiers au mois de juillet, le 6 juillet précisément, entraînement intensif qui correspond entièrement au document du mur de Jéricho. Attendez, ça va encore plus loin parce qu'il y a des détails quand elle dit que ça correspond entièrement au mur de Jéricho. L'entraînement incluait donc un exercice de tir contre l'aviation israélienne, la prise d'un kibbutz et d'une base militaire en tuant les cadets. Pendant cet exercice, les terroristes du Hamas ont utilisé la phrase du Coran
apparaissant dans le document du mur de Jéricho, la fameuse phrase que je viens de vous mentionner il y a quelques instants. C'est assez frappant, et pourtant la hiérarchie répond. C'est un colonel d'une division en charge de la zone de Gaza. Scénario totalement imaginaire. Attendons patiemment. Ça ne s'arrête pas là, parce que l'analyste persiste dans son raisonnement et dit je réfute totalement le côté imaginaire, c'est un plan conçu pour lancer une guerre, pas un simple raid sur un village. Elle ne sera pas entendue. Alors, l'unité 8200, quand on voit sur les photos qui en sont diffusées, c'est une unité où il y a beaucoup de femmes, notamment, qui surveillent les images. Alors, est-ce qu'il s'agit de machisme? Les médias israéliens, notamment la 12e chaîne, affirment qu'il y a un collègue qui l'a appuyé dans l'échange de mails, et même avec l'appui d'un collègue, personne n'a entendu. Par contre, ce que dit le New York Times, c'est que les gouvernants, et probablement le clan Netanyahou, sont au courant, probablement depuis des années, de ce mode opératoire que je viens de vous décrire. Pourquoi? Parce que le New York Times révèle une note signée par Avigdor Lieberman en 2016, donc c'est à 7 ans. Avigdor Lieberman, ministre de la Défense 2007-2018 sous Benjamin Netanyahou. Que dit cette note? Dès 2016, c'était donc en 2020, on est en 2023, 7 ans. Le Hamas compte déplacer le conflit sur le sol israélien avec des prises d'otages et des occupations de communautés. Donc on pense évidemment au kibbutz. Et en fait, dès 2016, on avait des bouts du mode opératoire qui commençaient à s'assembler. Le Hamas investit dans des armes sophistiquées, des brouilleurs de GPS et des drones. Le Hamas a augmenté sa force de combat pour atteindre 27 000 hommes. Donc on avait le mode opératoire qui était dessiné depuis des années, que la classe politique, de toute évidence, puisque c'est signé par le ministre de la Défense, avait en tête. Est-ce qu'ils avaient en tête tout au long de cette période de 7 ans? Visiblement non. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est que des investisseurs de Wall Street ont touché une énorme somme d'argent après avoir investi sur les attaques du 7 octobre. De nombreux investisseurs de Wall Street ont récolté d'énormes profits en pariant sur l'effondrement de la bourse israélienne. C'est ce que révèle The Marker, le journal économique israélien. Le quotidien relate une étude réalisée par 2 chercheurs américains sur le comportement des investisseurs en actions liés à Israël sur le marché boursier américain. Et ce, dans les jours qui ont précédé l'attaque terroriste au sud d'Israël. Selon cette enquête, le 2 octobre, soit quelques jours avant l'attaque du Hamas, des transactions ont été réalisées à une échelle extrêmement inhabituelle. En d'autres termes, des individus ont parié sur l'effondrement de la bourse israélienne. Selon The Marker, ils auraient engrangé beaucoup d'argent. Cette révélation prouve qu'un ou plusieurs individus étaient au courant de l'attaque et en ont profité pour gagner une grosse somme d'argent. Selon l'étude, le volume des transactions réalisées ce 2 octobre était si important qu'il ne semble pas qu'il s'agisse d'un pari. Netanyahou a-t-il financé le Hamas pour sacrifier son peuple et trouver une raison de faire la guerre à l'autorité palestinienne pour affaiblir son principal rival et rester au pouvoir? C'est Uzi Arad, l'ancien responsable du service secret israélien, qui ose le dire. Uzi Arad a été l'un des responsables des services secrets israéliens, puis conseiller à la sécurité nationale de Benjamin Netanyahou. Selon lui, le Premier ministre a voulu diviser les Palestiniens en renforçant le Hamas au détriment de son rival politique, l'autorité palestinienne. Il pensait que l'autorité palestinienne était son vrai rival. Et dans le but de l'affaiblir, il a soutenu les plus extrémistes. Il a joué à diviser pour mieux régner, pour renforcer le Hamas. Il était aussi convaincu que l'on pouvait les acheter en leur donnant de l'argent et que cet argent rendrait le Hamas plus modéré. Il a dit précisément « Quiconque veut empêcher l'émergence d'un État palestinien devrait soutenir mon attitude visant à renforcer le Hamas ». Et après, il les a soudoyés pendant 5 ans pour $1,5 milliard, ce qui a permis la construction des tunnels et l'achat d'armes et de Toyota pour leur opération. En fait, personne n'y croit que Netanyahou n'était pas au courant. Il me paraît absolument improbable que Netanyahou n'ait pas été au courant de la nature de ce document, puisque quand on connaît le système politique et sécuritaire en Israël, ça me paraît absolument
impensable. La question de savoir ce qui s'est vraiment passé le 7 octobre, encore une fois, sans être complotiste et paranoïaque, elle se posera. Comment un régime aussi incroyablement informé et soucieux de sa sécurité qu'Israël a pu laisser 1200 Israéliens se faire assassiner par des hordes du Hamas. C'est impossible, c'est pas possible, c'est pas sérieux. Personne ne peut plus croire ça. Je rappelle, Israël est de la puissance coloniale et souvent le colon considère que celui qu'il colonise est quand même pas véritablement un vrai homme et que donc à partir de là, il n'est pas capable de faire grand-chose. Et donc je pense que ce mépris, si je puis dire, a pu conduire à complètement sous-estimer cette information s'il s'avère que tout ça, bien sûr, est vrai. Et n'oubliez pas, toute guerre est basée sur un mensonge. Comme l'a dit Assange, toute guerre est basée sur le mensonge. Soyez sûr que BFM ou CNews ne vous montreront jamais ces déclarations. Toutes ces personnes sur les plateaux télé qui défendent l'extrême droite de Netanyahou et qui sortent le bouclier Hamas quand il s'agit de dénoncer les crimes de guerre vont avoir honte quand ils vont voir que des propres soldats de l'armée israélienne dénoncent leur gouvernement. Quoi qu'il en soit, donnez-moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas, ne laissez personne penser à votre place. Que la paix soit sur vous et vos familles. À bientôt pour une prochaine vidéo.